Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La nouvelle est tombée hier. Une réunion du Conseil supérieur de la magistrature est convoquée et se tiendra à la salle des conseils de la présidence de la République, Palais de l'Unité, le jeudi 6 août 2020 à partir de 10h. Une réunion du Conseil supérieur de la magistrature qui se tient 3 ans et 2 mois exactement après la dernière du 7 juin 2017, comme pour mettre fin à un immobilisme qui commençait à caractériser la magistrature, le président de la République a procédé à la nomination des membres titulaires, suppléants, ainsi que du secrétaire de cette instance. C'était le 15 juin dernier pour un mandat de 5 ans. La réunion du 6 août, sous la présidence du chef de l'État, assisté du garde des Sceaux, tablera sur l'avancement des magistrats du siège en vue d'une promotion en grade, les propositions d'intégration dans la magistrature, d'affectation ou de nomination des magistrats du siège dans les fonctions judiciaires, les mutations des magistrats du siège au parquet ou du parquet au siège. Le Conseil supérieur de la magistrature sert aussi d'organe disciplinaire pour les magistrats du siège. Les travaux seront bien évidemment, madame, monsieur, à huis clos. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Conseil supérieur de la magistrature, 3 ans après. Pour en parler, nous avons invité en plateau Maître Russell Chemou. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir Monsieur Serge Alain-Otto, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et au Cameroun et en Afrique centrale, je peux vous le rassurer, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici. Pour partager et apporter mes lumières sur la question du jour. Voilà, Maître Russell Chemou, avocat au barreau du Cameroun. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je sais faire. Voilà. Nous avons également Dr Louison Essomba qui est là. Bonsoir Dr Louison Essomba, enseignant de droit à l'université de Douala. Bonsoir Serge Alain-Otto, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Equinox TV. J'espère que nous aurons ce soir les arguments nécessaires pour éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, docteur Louison Essomba, je commence par vous, je reste avec vous. Lorsque vous avez appris hier que le Conseil supérieur de la magistrature allait, on va dire, enfin se tenir le 6 août, quelle a été votre réaction? Après, comme je le dis ici, le constat a été fait par notre confrère de Kalara, Christophe Bobiokono, repris par Equinox Télévision à travers l'émission Equinox Soir. Vous étiez un des invités aujourd'hui. Le président a décidé le 15 juin de nommer les membres du Conseil supérieur de la magistrature et maintenant la date est connue, le 6 août pour 2020, pour ce Conseil, après 3 ans. Votre sentiment? Oui, Serge Alain-Otto, je dois pouvoir, du haut de ce siège, remercier l'émission Equinox Soir qui avait justement posé la problématique sur la table, cette question justement de l'institution du Conseil supérieur de la magistrature qui déjà avait fait 3 ans sans véritablement connaître un fonctionnement requis. C'est ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'à partir de cette émission, les pouvoirs publics, ou du moins les dirigeants de l'État nous ont écoutés, d'où cette convocation du 6 août 2020 du Conseil supérieur de la magistrature. Et je voudrais l'indiquer ici d'entame et d'entrée de jeu pour signifier que le Conseil supérieur de la magistrature est une instance capitale pour le bon fonctionnement de notre justice, pour la bonne administration de notre justice. Et je voudrais aussi décliner un certain nombre de ses missions. Vous savez que dans ses rapports avec le président de la République, d'ailleurs, qui est l'autorité qui préside au sommet de cette instance, on se rend compte que lorsque le président de la République veut garantir le respect de la Constitution, il consulte le Conseil supérieur de l'État. Et bien évidemment, lorsqu'il veut utiliser, exercer le droit de grâce que lui confère
la Constitution, il doit au préalable consulter le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous savez également que, au-delà de ces rapports avec le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature assure, si vous voulez, toute la vie et la carrière des magistrats. C'est-à-dire, c'est cette institution qui assure l'intégration, la promotion, les affectations, la procédure disciplinaire et même le passage de la mutation du magistrat de debout au magistrat assis. Et vous savez également que c'est le Conseil supérieur de la magistrature, bien évidemment, qui vote et modifie les lois qui encadrent la carrière des magistrats. Donc, au regard de cet inventaire, on peut tout de suite comprendre que le cas du dysfonctionnement de cette institution peut donc être un sérieux problème pour la vie des magistrats et bien entendu pour non seulement la vie des magistrats, mais aussi leur carrière. Parce que vous savez, Saint-Jalon autour, le personnel judiciaire tient du fait qu'à tout moment, on peut procéder aux affectations, on peut procéder aux mutations, on peut procéder aux questions justement qui visent à la sanction disciplinaire et procéder à un terme jusqu'à 3 ans et que cela ne s'est pas tenu. Je pense qu'il faut saluer l'initiative et dire merci au président de la République d'avoir accepté, du moins d'avoir convoqué ce Conseil supérieur de la magistrature dont l'importance est capitale et majeure pour la vie des institutions, pour la vie du personnel judiciaire, parce que tout cela y va de la bonne administration de notre justice au Cameroun. Voilà, merci Dr Luisan Issoumba. Maître Chemou, dites-moi, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Ce matin, vous étiez à Bonandio. Quelle est l'ambiance? Vous avez vécu quelle ambiance là-bas? À partir du moment où les magistrats savent déjà qu'il y a un conseil, une réunion du conseil qui est convoquée pour le 6 août. Comment était l'ambiance ce matin à Bonandio, au TPI? Oui, j'étais à l'audience ce matin au TPI de Bonandio. Effectivement, vous pouvez lire sur les visages, sûrement un peu, je dirais, d'angoisse, puisqu'on est dans l'attente. Vous savez, c'est pas... Pourquoi l'angoisse? Bon, on dirait l'angoisse, l'attente de l'inconnu. Vous savez, le critère, puisqu'on n'a pas une balise, on n'a pas une boussole, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il en retourne, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a 3 ans, on l'attendait presque plus, au juste c'est arrivé. Peut-être la joie, sûrement ceux qui estiment qu'au regard de leur pédigré et de leur ancienneté et du travail qu'ils ont abattu ces 3 dernières années, espèrent être élevés au grade ou à certaines fonctions ou postuler à un autre poste que le poste occupé actuellement. Vous savez, c'est pas évident et c'est pas facile nous avons nos magistrats. Nos magistrats c'est une fonction qu'il faut protéger. Oui. Et je pense que ne pas avoir une vision dans le cadre de la carrière, compte tenu de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, automatiquement, même si on se met à leur place, ça peut être... C'est angoissant. Voyez-vous, attendre 3 ans et se dire qu'il y a 3 ans, on pourrait être dans tel échelon, on pourrait faire partie de tel grade, on pourrait peut-être être dans tel poste, c'est frustrant. Et aujourd'hui, vous savez, avec le poids du travail et la tenue du Conseil supérieur de la magistrature a beaucoup d'implications. Voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, un magistrat qui va ouvrir les débats ce jour est tenu de le clôturer et bien évidemment de rédiger la décision. En attendant, bien évidemment, on ne sait jamais si le 6, il sera maintenu ou pas. Donc, je peux me mettre à leur place. Oui. C'est pas évident. Ça peut être peut-être de la joie, sûrement pour ceux qui peuvent estimer, peut-être de l'angoisse pour les uns et les autres, mais toujours est-il que c'est pas évident. On est dans une situation dans une situation d'inconfort puisqu'on ne sait pas quoi ça va se jouer, comment ça se passe, puisque les critères ne sont pas totalement objectifs. C'est laissé à l'appréciation souveraine d'une personne qui va consulter l'organe qu'est le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, docteur Luisan Issoumba, les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont été nommés le 15 juin dernier, et l'article 9 de la loi numéro 82/14 du 26 novembre fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en son article 9, pour ce qui est du secrétaire du Conseil, dit qu'il est chargé de la mise en état des dossiers soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et le nouveau secrétaire, c'est M. Minko. Voilà. Est-ce que cette date, le président a convoqué, ça fait, on va dire 1 mois.
Donc, M. Minko a 1 mois pour apprêter les dossiers. Oui, je vous pose donc cette question. Sur la date, pourquoi le président, pourquoi 1 mois? On ne sait pas la date. 1 mois. De la loi. Oui. 1 mois, je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous savez, c'est parce que les membres sont nouveaux. Déjà, il faut dire. Il y a un travail en amont à abattre. Sûrement, bien évidemment. Déjà, il faut dire que M. Minko Abel, le président M. Minko Abel, a été nommé, je crois, le 15 juin. Le 15 juin, oui. Donc, je pense qu'à date, il a déjà, je crois, il a pris fonction. Il est sûrement déjà entré en possession des dossiers. Il va de soi qu'il doit automatiquement consulter, déjà avoir au moins l'organigramme, comme nous relevait tout à l'heure le docteur, les avancements, les inscriptions, les mutations. En tout cas, tout est monté. Je crois qu'il travaille avec une équipe. Sûrement au ministère de la Justice, ça va de soi. Je crois que ce n'est pas la première fois. Avant lui, il y avait sûrement une équipe qui travaillait. Donc, il y a déjà des données. Mais il faut relever que l'article, je crois qu'on peut déjà avoir une idée. Et moi, je le dis puisque l'article 18 de la loi de 82 donne au moins un indicateur. Puisqu'il est inscrit, je crois, que chaque année, à la période de juillet. Donc, je pense qu'au moins, et vous allez toujours constater que ces conseils se tiennent, sauf si je me trompe, je crois, en juin, juillet, août, la plupart des cas. Donc, le dernier s'est tenu le 7 juin 2017. Et effectivement, il faut se tenir compte actuellement, nous sommes en période de vacances judiciaires qui a commencé le 1er juillet. Donc, c'est une période propice, bien évidemment, puisqu'on a ce qu'on appelle les audiences de vacation. Les choses ne se passent pas de manière ordinaire, sauf les procédures urgentes. Donc, c'est une période usitée pour procéder effectivement à la tenue de ce conseil. Et l'article 18 permet effectivement que ce conseil se tienne de manière périodique et annuelle en juillet, juin ou août. Ok, la même question au docteur Luisan Issomba. Le président a procédé le 15 juin à la nomination des membres du conseil, y compris le secrétaire, M. Minko. Et le président a décidé de convoquer la réunion dans 1 mois. On va le dire comme ça. Dans 1 mois, ça donne le temps au secrétaire général de préparer suffisamment et bien les dossiers. Le secrétaire du conseil. Oui, c'est Jalon Tout. Je ne souhaiterais pas, bien évidemment, être à la place du secrétaire général. Vous voyez, le secrétaire du conseil. Avec 3 ans de dysfonctionnement, ce ne sera pas tout à fait aisé pour lui. La préparation de tous ces dossiers accumulés, je pense que le secrétaire général a fort à faire pour mettre tous ces dossiers à la une, ou justement ne pas laisser certains d'entre eux en suspense. Donc, je le dis très clairement, un peu comme je le pense, ce sera difficile pour le secrétaire général, mais je pense que comme la date est déjà fixée pour le 6 août 2020, il va s'atteler à ce que les dossiers soient prêts et les présenter devant le président de la République. Voilà, oui, Russell. Oui, effectivement, relativement. Est-ce que humainement, le problème c'est les dossiers cumulés pendant 3 ans, qu'on devra éplucher, on va le dire comme ça, le 6 août. Je peux vous faire une confidence. Monsieur le président, monsieur Minko Abel est un travailleur, est un monsieur ardu à la tâche. C'est un très grand magistrat. Et il a présidé la cour d'appel du littoral pendant plusieurs années. Donc, je ne pense pas que ce n'est pas un nouveau venu. Et ce n'est pas un nouveau venu au Conseil supérieur de la magistrature. Il y a lieu de relever que, je crois, le décret de 2008, il est suppléant. Il est parmi les membres suppléants désignés par... Il connaît la maison. Il connaît la maison. Et c'est un homme aguerri, vous avez vu son grade. Il est hors hiérarchie, premier groupe. Oui. Ce n'est pas un nouveau venu. Oui. Et c'est un homme qui est... Il peut travailler, il peut tenir les dossiers. Et je suis sûr, pour avoir vu comment est-ce qu'il présidait et gérait les affaires ici à Douala, il a pris le travail, je suis sûr, depuis le 15 juin. C'est un bosseur. Et j'ai le souvenir, je peux vous faire la confidence. À l'époque, les audiences du 3e vendredi, qui sont des audiences pléthoriques, c'est lui qui les assurait. Il y avait parfois 5 collégialités. Et quand je dis collégialité, on a des dossiers depuis 300 inscrits au rôle. Et c'est lui qui assurait sans conférer. Donc, c'est un bosseur. J'ai la ferme conviction qu'il est capable de gérer des dossiers d'un milieu de magistrats. Ok. Docteur Luisan Issomba, la réunion a été convoquée pour le 6. Comme disait Maître Chemot sur ce plateau, du côté des magistrats, il y a la peur de l'inconnu, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Mais de l'autre côté, on nous dit aussi qu'il y a 3 cuvées
d'auditeurs de justice sortis de l'ENAM. De l'autre côté, par contre, c'est la grande joie. Ils seront enfin fixés. Oui, bien entendu, c'est la raison pour laquelle ce jalon autour, l'enjeu est majeur. Vous comprenez donc pourquoi j'insistais sur le fait que ce dysfonctionnement porte, j'allais dire fatalement atteinte à la carrière des magistrats. Parce que vous imaginez, il y a 3 cuvées qui attendent. Ça veut dire que le principe de l'annualité qui détermine le fonctionnement de cette institution n'a pas été respecté. Et c'est la raison pour laquelle je dis, je ne souhaite pas être à la place du secrétaire général de cette institution. Quoi qu'il soit aguerri, quoi qu'il ait de l'expérience, ce sera, moi je le pense, je ne suis pas défaitiste, comme un pessimiste, mais je pense tout simplement que la tâche sera ardue. Et comme le dit l'autre copanéliste avec vous sur le plateau, on compte sur la maestria et sur l'entre-gens de ce magistrat pour venir à bout, pour apprêter les dossiers pour qu'ils soient suffisamment prêts devant le président le 6 août 2020. Mais c'est alors tout. Retenons tout simplement que ça nous permet de comprendre que lorsque un principe est posé qui détermine le fonctionnement d'une institution, c'est tout à fait évident de le respecter. Parce que je vous ai dit, le principe de la bonne administration de la justice passe justement par le traitement du personnel judiciaire. Bon, il est parti. Dr Luisin Nsomba revient sur la périodicité. Mais il n'est pas dit clairement dans le texte que le Conseil se tient tous les ans. Bon, il n'est pas dit clairement, c'est effectivement. Oui, ce n'est pas écrit. Effectivement, on procède par un raisonnement un peu tiré par les cheveux. C'est l'article 18. Oui, si on s'en tient à l'article 18, je pense que l'article 18 donne au moins une balise. Je crois que l'article 18 qui évoque... il est dressé chaque année. Voilà. Il est dressé chaque année pour le compte de la période de juillet. Oui. Au moins, à partir de là, on a... Et l'article 18 parle de l'inscription à l'avancement. Oui. Je pense que c'est l'une des prérogatives et qui concourt effectivement à la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'il faut cristalliser. Voyez-vous, on ne demande pas la tenue du Conseil supérieur de la magistrature pour faire un reménagement total de la magistrature. On peut fonctionner dans certains endroits, puisque c'est leur travail. Je ne veux pas me mettre ici à leur place. On peut avoir des gens qui ont déjà été mutés il y a cela 3 ou 4 ans. Oui. On procède ainsi de suite par rapport à des groupes, à des classes et à certains qui sont dans des catégories. Pour revenir à la question que vous avez posée au docteur tout à l'heure, vous lui avez posé la question de savoir, c'était relativement aux impétrants, je vais dire comme ça, aux auditeurs de justice. Oui. Vous avez 3 générations. 3 générations, l'État a un budget, à l'ENAM on a crapahuté, on a eu l'examen, on est au quartier. Depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est dur. On se demande aujourd'hui, est-ce qu'il faut, voyez-vous, dès le 6 août, il y aura un décret du chef de l'État. Et quelques jours... un recyclage? Ouais, pourquoi pas. Recyclage, entre-temps, on a 1 mois. On peut, en ce moment, il y a du temps. Et même par les voies, par le numérique, il y a la possibilité. Oui. Il y a la possibilité, bien évidemment. Et je donc, vous pensez que ces cuvées-là sont restées complètement déconnectées du monde judiciaire? Pour appartenir, de ma jeunesse, pour appartenir quand même au corps judiciaire, je pense que un peu de lenteur, un peu d'absence dans le domaine, pas d'activité, crée un peu quand même de la rouille. Moi, je pense qu'il faut... C'est un travail permanent. Hein? C'est une lecture, nous lisons, nous traitons les dossiers. Nous devons être au point des dossiers, des affaires, surtout pour eux, qui sont des impétrants. Oui. Il faut qu'ils soient près de leurs aînés, qui leur apprennent. Pourquoi pas? Au lieu de les laisser au quartier, on aurait dû faire même du tutorat ou du mentorat, les positionner auprès des procureurs qui pouvaient au moins les occuper. Et quand je pense à cela, j'ai le cœur qui est blessé, puisque je pense bien évidemment aux défunts. Il y a un auditeur qui est décédé sur un accident. Circulation à la vallée Lonkak, à Yaoundé. J'ai bien envie de dire le magistrat Ndinga qui est décédé. Voyez-vous. Et on y pense, on se dit, écoute, s'il avait été auprès ailleurs, est-ce qu'il aurait... Bon, il y a beaucoup de questions qu'on se pose, que Dieu ait son âme. Donc j'ai beaucoup de pensées pour lui quand je pense à la tenue de ce Conseil supérieur de la magistrature. Ok. Docteur Luisin Nsomba, il y a ce problème, hein, tel que l'évoque Maître Russell Chemou, des auditeurs de justice qui sont 3 cuvées, vous l'avez reconnu vous-même, ils sont restés, pour parler de manière triviale, au quartier, sans contact véritable avec le monde judiciaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut des petits stages, les recycler? Ce qui est sûr, beaucoup seront intégrés après le 6 août. Oui, bien évidemment,
c'est la raison pour laquelle, une fois la tenue de ce conseil, je pense que tous ces aspects seront pris en compte. Parce que vous savez que 3 ans déjà, il y a certains qui auraient dû évoluer en grade, dans les avancements, dans les échelons, ainsi de suite. Alors donc, il faudrait que le Conseil supérieur de la magistrature se penche sérieusement sur ces aspects pour que les uns et les autres n'en subissent pas de préjudice. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai indiqué tout à l'heure dans le temps, pour dire que les missions qui sont conférées au Conseil supérieur de l'État dans un État de droit sont des missions fondamentales. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des dysfonctionnements comme ceux-ci qui sont relevés, cela, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, porte sérieusement atteinte à la vie et à la carrière des magistrats. Vous avez vu, je l'ai évoqué, il y a l'intégration, il y a les mutations, il y a les affectations, il y a cette question de procédures disciplinaires. Tous ces problèmes sont véritablement réglés au sein du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la raison pour laquelle, lorsque les dysfonctionnements sont perçus, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous convenez avec moi que ça devient difficile pour la vie des magistrats, pour le personnel judiciaire. Donc, regardez, il y a 3 promotions qui sont stabilisées depuis 3 ans aujourd'hui. Vous pouvez imaginer ce que cela fait dans la tête des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle j'indiquais que le fonctionnement régulier, comme c'est prévu dans la loi de 82 sur le principe de l'annualité, c'est-à-dire que le Conseil supérieur de la magistrature se tient chaque année, ça fait de sorte que si ça s'était tenu par exemple de 2017 à 2018, on aurait déjà pu intégrer ces auditeurs de justice qui attendaient depuis 3 ans. C'est-à-dire, vous voyez que jusqu'à ce jour, on aurait intégré effectivement les 3 promotions qui attendent inlassablement. Je pense que, et je suis tout à fait ragaillardi de la décision du président de la République de convoquer ce Conseil supérieur de la magistrature, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec force et vigueur, une fois que les frustrations sont accumulées, le fonctionnement du service public de la justice peut véritablement prendre un coup fatal. C'est la raison pour laquelle on appelle de tous nos voeux que ce conseil se tient. D'ailleurs, c'est déjà programmé. Donc, nous allons simplement attendre que tous les problèmes qui sont restés en suspens puissent être réglés. Voilà. Maître Chemou, qu'est-ce qui préoccupe beaucoup plus les magistrats aujourd'hui? C'est le volet disciplinaire, les poursuites disciplinaires des magistrats du siège? C'est vrai que je ne suis pas magistrat, je suis avocat, je ne peux pas parler pour eux. Mais vous les avez côtoyés oui, nous les côtoyons. Qu'est-ce qui les préoccupe? Écoutez, le magistrat camerounais, nous avons les magistrats les moins payés en Afrique centrale. Voyez-vous, je crois, il y a Jean Racine qui disait, dans un de ses ouvrages, je crois, les plaidoiries, il disait, sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Comment est-ce qu'un magistrat... Écoutez, le magistrat, c'est quand même une fonction, c'est des fonctions nobles. C'est celui, comme disait le président d'Ipana Mwele, c'est celui qui a reçu la charge divine de juger ses semblables. Voyez-vous, il est là, il n'a pas un gros salaire, il a un problème financier, il va se trouver au tourneau du coin avec celui, le Ben Skinner, un commerçant qui va juger demain. Voyez-vous, il faut qu'il soit déjà dans un confort. Je pense que cette situation financière, la revalorisation salariale serait quand même très importante. Aussi, la sécurité sociale et bien d'autres. Et je ne le dis pas seulement pour les magistrats, sûrement pour tous les aspects sociaux, surtout les magistrats. Aussi, il faut le dire, les magistrats ont aussi besoin, bien évidemment, sûrement de formation et d'objectivité, de sentir que le travail qu'ils font, ceux qui sont les bosseurs, soit promu. Vous savez, l'ascension positive a un effet sur la qualité du travail rendu. Et moi, je le dis toujours, j'aime bien le dire, paraphraser mon confrère, aujourd'hui ministre, Éric Dupond-Moretti. Ouais. La justice, c'est la qualité est d'abord la marque de ceux qui la rendent. Voyez-vous, si un magistrat aujourd'hui est stressé, imaginez-vous cette période, on a annoncé comme un boomerang, aujourd'hui, la tenue du conseil le 6 août. Et j'espère, je ne veux pas être sentencieux comme le docteur, que ça va se tenir effectivement le 6 août. Nous espérons, on s'est déjà fixé, on ne sait jamais, il peut y avoir des aléas entre-temps. Il est dans quel aspect? Il a un dossier, il a la rédaction du dossier. Actuellement, il a sa question, sa carrière qui le préoccupe.
qui le préoccupe. Est-ce qu'il sera maintenu là? au poste? Est-ce qu'il va pas aller à Marois? Bon, bien que Marois n'est pas comme une sanction, puisque moi je comprends pas quand on affecte quelqu'un à Marois, on voit ça comme une sanction. Est-ce que les gens estiment que les bons magistrats doivent se mettre à Douala à Yaoundé? Je pense que les bons magistrats doivent être partout. Même chez moi, s'il y avait une juridiction à Balembo, si on affectait un magistrat là-bas, il devrait partir. Donc, ils ont un peu si ça se tenait de manière périodique, ça ne devait plus être un stress. On devait savoir de manière automatique, bon, on est pareil à l'affaire, que bon, d'ici juillet ou août, je peux ne plus être là, je peux être là. Mais quand ça fait 3 ans, 4 ans, quand même, on se pose des questions. Et on s'habitue, on s'enlise, on est là. On s'habitue, on crée une sorte de petit confort. Et on connaît ce que ce confort peut créer. Et vous dites que ça a un impact sur toutes les affaires. Ça peut bien évidemment. Écoutez, jusqu'au 6 août, comment ça va se passer? Écoutez, les magistrats sont les hommes. Les magistrats sont des hommes, ils sont faits de chair, pour utiliser le syllogisme dans Socrate. Ils sont faits de chair, ils sont aussi sensibles comme nous. C'est comme si on disait qu'il y aura une compression si on était dans une entreprise, qu'il y aura bientôt des mouvements. On panique dans l'entreprise. Ou bien remaniement ministériel. Mais bien évidemment, comme on sent un peu la température monter à tort à travers. Donc, ils sont des hommes, ils savent qu'en ce moment, quelque chose va se passer. Puisqu'il faut un accompagnement. Imaginez, vous êtes ici à Douala, vous avez déjà, bon, c'est vrai qu'on est en période de vacances, et bon, c'est vrai que cette année, après, c'est pas eu école. Il faut déménager, il faut monter, il faut aller avec des enfants, il faut réinscrire. Tout ça. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Donc, je pense que c'est des questions qui si ça avait été résolu en amont, si c'est résolu en amont, puisqu'on dit que le Conseil supérieur de la magistrature peut tabler sur les questions qui sont liées à l'indépendance. Oui, le confort, c'est aussi l'indépendance du magistrat. Donc, si toutes ces questions sont réglées, je pense que ça pourra rasséréner les magistrats qui seront plus aguerris, plus souriants lorsqu'ils traitent les dossiers. Et même lorsqu'on annonce la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, ça ne fera pas ni bouger une chevelure à quelqu'un dont tout le monde, il n'y aura pas de quoi écrire une lettre. Donc, en ce moment, il faut les rassurer sur le plan financier, sur le plan de la formation et évidemment dans l'accompagnement de la sécurité sociale. Je pense que ça permettrait d'avoir de très bons magistrats qui nous rendraient aussi une jurisprudence qui aura un écho dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique. Voilà, Dr Luisan Issomba, est-ce que vous comprenez, comme dit Maître Chemou, ce qui se passe dans la tête de certains magistrats? Le lendemain, on ne les connaît pas et ça a forcément un impact sur les affaires. On ne sait pas si on sera maintenu, si on sera affecté. Oui, bien évidemment, Serge alors, je voudrais rassurer, mettre sur le plateau que je ne suis pas défaitiste, je l'ai dit, je ne suis non plus sentencieux. J'ai appelé de tous mes voeux, vous l'avez d'ailleurs indiqué à l'introduction de votre émission, que de passage sur votre plateau en direct, nous avons appelé de tous nos voeux à la tenue de ce conseil. Donc je ne suis pas défaitiste, je suis plutôt, c'est la convocation de ce conseil supérieur de la magistrature pour le 6, est plutôt porteuse d'espoir pour le nombreux personnel judiciaire. Maître le dit si bien, et d'ailleurs j'y corrobore, pour indiquer que lorsque le personnel est bien traité, lorsque le personnel judiciaire, bien évidemment, connaît une évolution au niveau de la carrière, une visibilité au niveau de la vie judiciaire, ce qui est évident, c'est que les décisions de justice seront bien évidemment bien rendues. Un magistrat frustré, c'est un peu comme un pousseur affamé, c'est-à-dire que qui va à tout moment chercher à savoir s'il peut piquer un peu de manioc chez une vendeuse ou piquer un porte-monnaie. Donc ce sera comme ça. Donc, ça veut dire simplement que la bonne tenue et la bonne posture d'un magistrat qui se retrouve traité dans de bonnes conditions l'amène bien évidemment à rendre la justice de la manière la plus équitable, de la manière la plus juste, en se fondant sur les règles juridiques ou du moins sur la loi. Mais un magistrat frustré, comme ça a été le cas durant 3 ans, je pense que ça peut être bien difficile pour eux parce que il faut attendre les affectations si possible. Il faut bien évidemment chercher les voies et moyens pour vivre, j'allais dire pour survivre. Et ça devient compliqué, tout cela au niveau de la vie judiciaire. Donc, la bonne administration de la justice ne peut que passer par le traitement harmonieux du personnel judiciaire qui joue, comme je l'ai indiqué en prolongement, qui joue un rôle important dans l'affermissement de l'état de droit. C'est alors tout, le Conseil supérieur de la magistrature dans un état est l'instance sans laquelle
justement, la justice ne vit pas. Et l'instance qui, lorsqu'elle connaît un dysfonctionnement, la vie judiciaire devient très compliquée dans un État. C'est la raison pour laquelle je dis encore merci au président de la République d'avoir songé à convoquer la tenue de ce Conseil supérieur de la magistrature pour le 6 août. Nous espérons simplement que le temps arrive vite, sans être un magistrat, mais je suis dans la peau d'un fonctionnaire pour indiquer que lorsque l'instance fonctionne bien, ça veut dire que les hommes aussi vont, dans une certaine mesure, se mettre dans la logique de rendre une bonne décision de justice. Voilà, Maître Russell Chomou, vous dites que ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est des choses qui arrivent chaque mois de juin, comme dit l'article 18. Pourquoi forcément pour cette édition, on va le dire comme ça, de 2020, il y a ce que vous avez pu observer aujourd'hui à Bounandjo? C'est pas la première fois, il y a toujours eu Conseil supérieur de la magistrature. Oui, il y a toujours eu. Pourquoi celui-ci est particulier? Mais c'est pas particulier, en fait, c'est qu'on ne s'attend pas toujours. On ne s'attend pas toujours, on ne sait pas quand ça vient. Oui. Moi, je me rappelle, 2017, c'est pourquoi j'ai le souvenir en tête, puisqu'il y a eu les nominations des têtes, on peut se rappeler. Avant, il y a, je crois, 2014. Donc, on ne s'attend pas. On ne peut pas avoir une visibilité. Le docteur venait de le dire. Oui. Quand je n'ai pas une visibilité dans ma carrière, quand je peux pas au moins déterminer la période dans laquelle il y a des chamboulements dans ma carrière, je m'organise comment? L'homme, gérer, c'est prévoir. Oui. C'est dit et c'est connu tout le monde. Oui. C'est connu tout le monde. Donc, on peut pas dire, on peut pas reprocher ou en vouloir, ou du moins pincer, taxer un magistrat du fait qu'il soit peut-être anxieux aujourd'hui. Oui. C'est normal. Moi, à sa place, à leur place, je serais dans l'anxiété. Donc, c'est évident. Mais il faut qu'on garde espoir et se dire, ceux qui bossent seront nommés, seront promus. Et bon, aussi sur ce point, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas, bon, bien évidemment, dans la loi, le statut de la magistrature, on parle de la notation des magistrats, surtout les magistrats du parquet, par les procureurs généraux. Bon, on ne sait pas. De toute façon, c'est le travail, c'est un secret qui sera un travail en secret abattu par le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Nous accueillons, madame, monsieur, sur ce plateau, maître Martin Bitton. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais avant, vous étiez magistrat. Bonsoir, maître, bienvenue. Bonsoir, maître. J'ai failli vous appeler maître. Je demande des excuses à nos millions de téléspectateurs, mais c'était pour des raisons indépendantes de ma volonté. C'est pas bon. Voilà, ils ont compris. Oui, je salue quand même tout le monde sur le plateau. Oui. Maître Bitton, dis-moi, vous êtes aujourd'hui avocat, oui, mais vous m'avez dit que vous avez été, vous avez assisté, hein, on va mettre entre guillemets, vous allez nous dire pourquoi, à un Conseil supérieur de la magistrature suprême. Déjà, première question, comment les magistrats appréhendent une convocation d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature? Comment on se sent quand on sait que la réunion est convoquée? Mais disons que les magistrats sont toujours dans le suspense. Oui. Ils ont, je peux dire, un haut le cœur. Évidemment, sauf ceux qui sont sereins et qui ne s'attendent pas à être particulièrement nommés. Oui. Ils savent qu'ils travaillent. Bon, s'ils sont nommés, tant mieux. S'ils ne sont pas nommés, ils continuent à travailler. Oui. Bon, mais c'est une période de grande anxiété et de grand suspense. Voilà. Parce que... Ça a un impact sur les affaires? Oui. Les dossiers? Oui, puisque généralement, ça démobilise. Et bon, ceux qui ont intérêt dans les dossiers, évidemment, ils se hâtent à régler leurs dossiers parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Donc beaucoup de dossiers, certains dossiers seront vite... oui, tout à fait. Et bon, parce que il y a évidemment dans la maison des gens qui pratiquement font leur business dans les dossiers. Oui. Bon, ils se reconnaissent eux-mêmes. C'est pas tout le monde qui le fait. Bon, mais je dis que ceci est entretenu par le président de la République. Vous savez, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, le régime
présidentiel, j'allais dire même présidentialiste, est très fort. Et je crois que ici, c'est le cas de le dire, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Parce que, Maître, on va revenir sur cet aspect. Voilà. Ce qui nous intéresse, vous avez assisté une fois au Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Un problème de discipline, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Vous allez nous dire pourquoi? C'était en quelle année déjà? En 2001. 2001. Mais Voilà. c'était les faits qui dataient de 1977. 77. Oui, Ok. ce qui fait que j'ai dû... Donc les faits se passent au Aïdjo, vous êtes jugé sur Paul Biya. Non, je veux dire 1997. Ah, 97. Oui, c'est-à-dire Voilà. Ok. 4-5 ans avant. Oui, ok. Et ça m'a valu justement le retard à l'avancement parce qu'on disait toujours il a un dossier disciplinaire. Ok. Alors que on aurait pu me faire passer et puis par la suite, bon, si je suis sanctionné, qu'on en tienne compte, mais c'est ça. Maître, permettez-moi de lire l'article 30 de cette loi. Oui. Le magistrat poursuivi est convoqué à comparaître devant le Conseil supérieur de la magistrature 10 jours au moins avant sa réunion. Alinéa 1. Oui. Alinéa 2, il est tenu de se présenter en personne, sauf cas de force majeure. Alinéa 3, si le magistrat dûment convoqué ne se présentait pas, en l'absence de toute excuse jugée valable par le Conseil supérieur de la magistrature, il est passé outre. Voilà. Dites-nous, comment ça se passe lorsque vous arrivez là-bas? Comment ça se passe? Vous êtes devant le président de la République, devant le garde des Sceaux et les membres. Comment ça se passe? Oui, à notre époque, ça se passait dans la grande salle du Conseil des ministres. Oui. Hein? Vous êtes assis ou vous êtes debout? Vous êtes assis. Ah, ok. C'est une salle qui peut prendre une trentaine de personnes. Oui. Très bien arrangée, les micros en or et tout et tout. Hein? Ah, les micros en or. C'est vraiment une salle imposante avec des masques éclairés sur les murs. Vous ne savez pas où est l'entrée du président. C'est quand il se déplace, comme ça a été le cas, parce que j'ai dû tenir le conseil en haleine pendant 75 minutes. Ça ne leur était pas arrivé. Oui. Et c'était la première et la dernière fois. Bon. Que le conseil s'est un candidat met autant de temps. Un magistrat, oui. Voilà. Donc vous avez maintenu le président pendant 75 minutes. 75 minutes. Et il a dû s'excuser il est sorti pour aller se mettre à l'aise. Il est revenu. Il m'a trouvé toujours en train de parler. Voilà. Donc, c'est vraiment imposant. Et il y a environ 12 à 14 membres. Oui. Les députés, les hauts magistrats, les hommes d'affaires, enfin, selon le choix les membres du Conseil. Président. Il y a lui qui est président, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est vice-président, et le secrétaire permanent qui est toujours nommé par lui. Et donc, lorsque vous arrivez, en principe, n'est-ce pas, vous introduisez et on vous pose des questions et vous répondez. Sauf que moi, j'avais imposé ma manière de passer. Le président vous a posé une question? Non, il y a eu... je crois que... Le président ne pose pas de questions? Il peut poser des questions. Est-ce qu'il vous a posé une question? Non, il n'a pas posé de questions. Puisque j'ai anticipé. Ah, vous avez anticipé sur la question du président? Oui, j'ai anticipé et je les ai pris de court, si vous voulez. Oui. Parce que j'ai dit, Monsieur le Président, je m'abstiens de m'asseoir, je me mettrai debout par respect pour votre personnalité et pour l'auguste cour, n'est-ce pas, qui me juge. Oui. Et donc, je reste debout. Mais je voudrais vous dire que moi, étant magistrat du siège, c'est vous qui demandez que les magistrats du siège donnent les droits à la défense à ceux qui aux justiciables. Aujourd'hui, moi, je suis justiciable, vous êtes mon juge, vous êtes mon président. Donc, je demande à bénéficier des droits de la défense. Donc, je présente donc mon passage comme suit. Je vais introduire mes conseils
vont prendre le relais et je vais conclure. Voilà, merci. On va revenir sur cet aspect très, très important parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Sajalan, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons d'une épidémie de choléra qui sévit au Cameroun. Déjà près de 1000 cas enregistrés et des dizaines de morts selon les informations qui nous parviennent. La région du littoral est l'une des régions les plus infectées des suites de cette épidémie de choléra. Le gouvernement reste silencieux sur cette autre épidémie, focalisant son regard sur la pandémie du coronavirus. Où en est-on concrètement avec la stratégie de lutte contre cette résurgence du choléra au Cameroun? On fera le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la flambée des prix des denrées alimentaires dans les différents marchés au Cameroun. L'INS relève qu'au mois de mai 2020, ces prix ont encore grimpé d'environ 2% et que depuis septembre 2019, les prix des denrées alimentaires ne cessent de progresser au Cameroun, ce qui suscite des inquiétudes pour de nombreux ménages où le pouvoir d'achat ne cesse de se détériorer de suite de l'impact économique de la crise sanitaire. Nous parlerons également dans le journal de 20h du soutien de l'Union européenne au gouvernement camerounais. Vous le savez, le Cameroun fait face à des difficultés de trésorerie et vient de bénéficier d'une légère bouffée d'oxygène financière de l'ordre de 18 milliards de francs CFA venant de l'Union européenne pour soutenir le Cameroun dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous ferons également le point sur les difficultés liées à l'absence d'énergie électrique dans la région de l'Ouest, principalement dans le département de la Menoie. Là-bas, les populations se plaignent des coupures intempestives d'électricité. La municipalité compte pallier ce problème. Quelle est sa stratégie qu'elle compte utiliser? Nous ferons le point dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, dans un instant, dont le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal, madame, monsieur. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie en plateau de Maître Russell Chemou et de Maître Biton. Maître Biton, élection législative en février, session de juin, l'opposition n'a pas pu freiner le ADPC. La majorité, on dit vulgairement, obèse. Oui. Fallait s'y attendre? Oui, bien sûr. Ils ont accepter, n'est-ce pas, de vivre les mêmes situations. Et je crois que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Bon, ils prendront leur mal en patience jusqu'au moment où on pourra arriver à une révision de des lois électorales et revenir, n'est-ce pas, au meilleur, disons, aux meilleures dispositions, n'est-ce pas, de la démocratie. Est-ce qu'il devait être surpris, en fait, non, de ce qui se passe? Puisqu'il s'attendait bien à ce scénario. Bon, je crois qu'il donne aussi de la voix pour ne pas... À quelle fin? On a envie de poser la question, à quelle fin on donne la voix? Je crois ça que... ne peut pas véritablement bouger. Oui, mais parmi eux, on remarque quand même des gens qui sont éloquents, qui ont des... Ça suffit, là? Bon, je crois qu'ils vont se satisfaire du peu, puisqu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Je crois que nous savons très bien que cette majorité obèse va forcément avoir tout ce qu'elle veut. Ok. Maître Chemou, il y a des députés de l'opposition qui ont souvent demandé à leurs camarades ou à ceux du RDPC de souvent faire preuve de bonne foi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voter une loi parce qu'il faut voter. Il faut mettre un peu de bon sens. Mais
Écoutez, Serge Alain, nous sommes en politique. Je crois qu'en politique, dans ce domaine, c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste de la question politique. Moi, je suis un avocat, je suis un juriste. Le RDPC à la majorité. Est-ce que ce qui se passe là vous surprend en fait? Mais qu'est-ce que vous voulez? Le RDPC à la majorité. Ils n'ont que je crois 5 ou 4 ou je ne sais pas combien de députés ils ont. Le RDPC à la majorité. Les projets de loi viennent d'où? Et s'il y a proposition, ça vient de qui? Alors, si c'est dans mon domaine, par exemple en droit des affaires, je pourrais invoquer l'abus de majorité. C'est l'acte uniforme WADA pour voir ça en matière en droit de société, mais c'est le terrain politique. Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un avocat, je suis un juriste, mais ils ne peuvent pas contester, puisque le RDPC a la majorité. Et le RDPC, bon, vous connaissez, il parle souvent de politique du parti, les institutions du parti. Voyez-vous, bon, maintenant, nos députés de la nation... La discipline du parti. Oui, la discipline du parti, merci Serge Alain. Maintenant, nos députés de la nation, parfois vous disent qu'ils vont sur la discipline du parti. That's the question. Mais, le RDPC a la majorité, et quand il y a vote, c'est la majorité qui l'emporte. Voilà, 7 projets de loi qui sont passés comme lettre à la poste, Maître Bitton. Quelqu'un, vous avez dit que certains sont éloquents. Est-ce que ça suffit à l'Assemblée nationale? Évidemment que ça ne suffit pas, mais je crois que, comme je vous ai dit, en attendant que les jeux, le jeu démocratique soit uniformisé et acceptable par tous, ils vont se contenter du peu. Ils vont donner de la voix, mais ils savent que ça n'ira pas plus loin que ça. Donc vous êtes donc dans quelle posture? Vous, ceux qui ont préféré ne pas y aller, ou bien ceux qui ont choisi d'y aller, mais sachant que face au RDPC, rien ne va véritablement bouger? Oui. Vous situez où, vous? Non, disons que moi, je suis d'avis que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique, parce que les absents ont toujours tort. Oui. Vous savez qu'il y a l'honorable Mbandam qui perd son âme, il vient de nous quitter, mais même ses camarades du RDPC ont... SDF? Non, je dis ses camarades députés du RDPC ont reconnu que c'était un monsieur qui avait des idées claires et que il faisait des propositions, n'est-ce pas, intéressantes. Oui. Bon, il avait quand même sa carrure, bien que député de l'opposition, mais il avait, n'est-ce pas, une certaine aura. Oui. Bon, je crois que c'est un peu comme dans le sport où lorsqu'on sait que l'adversaire est beaucoup plus fort, Oui. bon, Goliath. on cherche à limiter les dégâts. Oui. Bon, en attendant, n'est-ce pas, que... Voilà, on va revenir, on a été... c'est le journal, c'est normal. Oui, oui. On était sur cette réunion de 2001, vous avez dit. Oui. Oui, avec vous deviez passer devant le conseil supérieur de la magistrature. Comment vous vous sentez quand vous savez que vous avez le président en face de vous? Mhm. Vous Bon, perdez vos moyens, comment ça se passe? Oui, généralement, on ne sait pas comment ça va se passer. Et généralement, on a un haut le cœur et il y en a qui ont le trac. Mais moi, je me suis donné du courage. D'abord, j'ai pris un temps de jeûne et de prière. Avant Oui, la réunion? Oui. Et même Pourquoi? à la présidence, je suis allé, j'ai demandé à aller aux toilettes. En fait, je voulais voir ce qui se passait là-bas. Et j'ai constaté que les toilettes, c'était vraiment très bien paré. On peut s'installer là-bas et bien manger parce que c'était très bien fait. Mais j'en ai profité pour lire ma Bible et pour prier. Et Avant de rentrer dans la grande salle? Oui, parce que... vous êtes parti au conseil avec votre Bible? Bien sûr. Je ne me sépare jamais de ma Bible. Donc, je crois que c'est Dieu qui m'a donné le courage de lui parler pendant 75 minutes sans trembler.
Et même lorsqu'il m'a dit, concluez, j'ai dit non, Monsieur le Président, je ne peux pas conclure parce que pour au moins 2 ou 3 raisons, je l'avais déjà dit dimanche avec vous. La première raison, c'est que dans la carrière d'un fonctionnaire ou d'un magistrat, on vous rencontre difficilement 2 fois. Et comme je vous ai rencontré aujourd'hui, j'ai des choses dans mon sac, dans mon cœur, je dois vider mon sac. Et de 2, je joue ma tête professionnelle, puisque on peut dire, pour sortir d'ici, je suis révoqué de la magistrature, comme c'est arrivé à certains. Et puis, troisièmement, si vous vous attendez à ce que c'est un jeune magistrat qui vienne vous dire la vérité, moi, j'ai déjà près de 16 ans ou 17 ans dans la magistrature, à l'époque même, parce que je suis sorti en 1977, lorsque vous allez à 2001, ça fait beaucoup d'années. Je dis, je suis dans la pente descendante de la magistrature et je suis venu vous dire la vérité. 24 ans de magistrature, en 2001. Voilà. Donc, ça m'a vraiment donné du courage de lui parler et d'aborder les questions les plus délicates. Bon, mais c'était une option. Ok. Mais généralement, vraiment, on perd son sang-froid. Il y en a qui on le traque et qui se répètent. Parfois, on est obligé de leur dire vous êtes en train de vous répéter. On nous avait déjà dit ça. Voilà. Ok. Vous étiez combien ce jour-là à passer devant Nous étions 5. 5. Nous étions 5. On peut avoir une idée de ce qui a des décisions qui sont tombées? Je sais que moi, j'avais un abaissement de grade. Je suis parti du 2e grade, dernier échelon, je crois, 4e échelon, au 2e grade, je crois, 3e échelon. Bon, et heureusement, 2 ans après, j'ai repris mon grade. Mais il y a des sanctions qui vont jusqu'à la révocation. La sanction, elle est tombée là, sur place? Après vous avoir Non. Le président demande aux membres d'aller délibérer. Comme dans mon cas, il a dit, bon, comme vous n'avez pas de questions à lui poser, il y a juste un député qui a fait une observation en disant que, mais ce qui est surprenant, c'est que le président Bitton, lui, il est venu avec sa formule, c'est lui qui a donné son mode de passage, et puis après, on ne comprend pas que les autres se soient prêtés au jeu de questions-réponses, mais il a dit que non. Et c'est les droits de la défense qu'il a réclamés, il les a eus. Voilà. Ok. Maître Chemou, c'est difficile pour un magistrat devant le président de la République comme ça? Pourquoi pensez-vous que ce n'est que le magistrat? Non, je dis pour le conseil, hein. On est dans le cadre du conseil supérieur de la magistrature. Effectivement, vous avez être jugé par... vous avez une personnalité que même certains ministres ne rencontrent pas. Oui. Voilà pourquoi Maître Bitton a dit qu'on rencontre difficilement le président de la République. Oui, c'est pourquoi il a joué son va-tout. Il a utilisé sa capacité, son art oratoire, son courage. Et il a utilisé ses astuces. Il vous a parlé de la Bible, puisque Dieu est en tout. Il a eu la foi chevillée au corps. Mais il faut aussi dire, comme il est relevé dans la loi de 82, que le Conseil supérieur de la magistrature traite aussi des questions liées à l'indépendance. Oui. Moi, j'ai la faiblesse de penser que le fait que le siège ou le lieu où se tient habituellement le Conseil supérieur de la magistrature soit le palais des étoudis est une question de subordination. J'ai la faiblesse de penser. Et pour justifier ma pensée... Là, vous voyez le pouvoir exécutif? Écoutez, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être allé juger ou bien traiter des questions qui sont liées à la profession, une profession dite indépendante, puisque à l'article 37 de notre Constitution, on parle de pouvoir judiciaire. Oui. On peut traiter les questions du pouvoir judiciaire dans l'habitat, j'allais dire dans le logis du pouvoir exécutif. Oui. C'est pourquoi, et vous voyez-vous, la France, je crois en 2013, a eu, je crois, l'hôtel, si je ne me trompe pas, l'hôtel Moreau. Oui. L'hôtel Moreau à Paris, je crois dans le 9e arrondissement, si mes souvenirs sont bons. C'est le siège. C'est le siège
du Conseil supérieur de la magistrature en France. Encore qu'il y en a même 2 conseils. Il y en a 2. Oui, donc il y a un siège. Donc le président Macron est obligé de sortir, aller à l'hôtel Moreau, dans le 9e arrondissement de Paris, pour tenir le conseil. Là, ça décrispe un peu l'atmosphère. Moi, j'ai la faiblesse de penser. Je pense Est-ce que c'est juste un problème de lieu? Est-ce que la présence du président Macron ne joue pas? Non, ça peut. Voilà. Je vois votre question venir. Voilà. Est-ce qu'on a besoin que le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé par le patron exécutif? Ça, c'est un débat qui peut être ouvert. Mais je pense que le fait déjà d'avoir un endroit, un lieu neutre, qui n'est pas un logis de l'exécutif, qui n'est pas un logis du législatif, qui n'est pas aussi effectivement un logis du pouvoir judiciaire, permet aux uns aux autres de ne pas se sentir en terrain neutre. En terrain neutre. Puisque lorsque vous avez quelques députés triés sur le volet, quelques magistrats choisis sur une liste, et un secrétaire nommé par le chef de l'État, une personnalité choisie sur le volet, vous avez le ministre de la Justice et qui connaît peut-être souvent les lieux, et vous avez le chef d'État. Et mon confrère vient de vous le dire, l'endroit c'est imposant. Vous avez un bureau, vous avez des marbres, vous avez des dorures qui vous impressionnent. Vous voyez, le confrère à l'époque vous raconte qu'il a... Sûrement, il a cru voir des micros en or. En or, puisque de la dorure impressionnante. Et tout ça, et moi, je pense que s'il m'était appelé un jour d'aller assister un magistrat, je commencerais ma plaidoyer par dire vraiment, Monsieur le Président, c'est pas une chose aisée de venir assurer la défense de mon client devant vous. Je viens déjà comme une victime expiatoire. Mais bon. Je vais vous dire que... Est-ce que vous aviez justement quelqu'un pour assurer votre défense? Mais j'avais Maître Akere. Maître Akere, bâtonnier Akere, qui s'est offert. Et puis, c'était plus significatif encore. J'avais Maître Ekani, qui était à l'époque, avant, délégué général à la Sûreté nationale. Denis Ekani. Denis Ekani, qui est devenu avocat à sa retraite et qui avait remplacé Maître Nkom Aurore, qui devait assurer ma défense. Donc, même le ministre Ekani a perdu les pédales. Le président était obligé de lui dire, mais monsieur le ministre, vous êtes en train de vous répéter, concluez, parce qu'il a eu le trac. Vous comprenez que ce n'est pas chose facile. Voilà. Écoutez, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc, moi, je pense que... Donc, vous pensez il y a toujours ce problème qui va revenir. Hein. L'exécutif, il n'y a pas une forme d'indépendance. Hein. Sur cette question, je dirais... Comment on peut résoudre ce problème? Qui doit donc présider finalement le Conseil supérieur de la magistrature? Bizarrement, c'est une question politique. Et tout dépend du système politique dans lequel on se trouve. Moi, j'ai potassé quelques documents, effectivement, la Constitution camerounaise et la Constitution française. Voyez-vous, la France, c'est une autorité judiciaire. On parle d'autorité judiciaire, je crois, à l'article 64. Et au Cameroun, on parle de pouvoir judiciaire. Mais seulement quand vous regardez, vous faites l'analyse des deux systèmes, des deux pouvoirs ou autorités, vous avez l'impression que c'est l'inverse. Qu'au Cameroun, on a l'autorité judiciaire et qu'en France, on a le pouvoir. Puisque en France, vous avez un syndicat quand même de la magistrature. Il y a une preuve de ce que les magistrats peuvent donner leur point de vue. Les magistrats pensent. Or ici, on a une loi de l'omerta totale, c'est le silence. Voyez-vous, on vient très récemment de nommer un confrère ministre, le syndicat de la magistrature fait des sorties, des groupes de magistrats font des sorties, les associations de magistrats du parquet font des sorties. Voyez-vous, nous sommes en train de débattre sur une thématique portant sur la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi n'avons-nous pas de magistrats ici? Oui, bien évidemment, nous avons un magistrat, mais nous devons avoir un magistrat en activité. N'ont-ils pas le droit d'exercer une activité syndicale? Ne peuvent-ils pas prendre la parole pour exprimer des besoins liés à leur profession? C'est aussi un débat. Pourquoi pas ne pas ouvrir? Ils ont des choses à dire, et je suis sûr qu'ils ont des choses à dire. Assez. Ils auraient pu nous éclairer sur la thématique de ce jour. Et puis, Alain, Serge, je crois que l'idéal serait que le Conseil supérieur de la magistrature, même dans les pays démocratiques, véritablement démocratiques, soit présidé par un des pairs des magistrats. Parce qu'il y a des hauts magistrats qui peuvent présider ce conseil. Et là, ça conforte justement leur indépendance. Puisque, comme m'a dit mon excellent confrère, en Europe, où c'est maintenu comme autorité judiciaire,
l'indépendance de la magistrature est consacrée. Oui. Un magistrat du siège ne peut pas être déplacé sans son consentement. Hein? Même s'il a une nomination plus importante, s'il est à l'aise là où il est, il va dire je suis là, je reste, j'y reste. Bon. Et puis, on a vu des gens prendre des décisions, par exemple le juge Majoli, c'est des personnalités. Un juge, n'est-ce pas, est capable de tenir... Majoli, ouais. Voilà. Bon. Donc, vraiment, le fait, dans nos pays africains, d'avoir une seule personne, n'est-ce pas, qui cumule et l'exécutif, et je peux dire le législatif, puisque c'est par projet de loi qu'on légifère et non par proposition de loi. Oui. Et maintenant que c'est le président qui est chef de l'exécutif qui chapeaute encore le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, permettez-moi de lire l'article 10, je crois qu'il est... Vous allez nous expliquer pourquoi. Le président de la République, article 10, garant de l'indépendance de la magistrature, est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature. Il peut, à cet effet, le consulter sur toutes les questions relatives à l'indépendance de la magistrature. Est-ce que ça suffit? Est-ce que le fait que ça se tienne dans la salle de conseil du président, de la présidence de la République, palais de l'unité, présidé par le président de la République, ça dérange? Moi, je dis que ça pose une question d'indépendance. Indépendance, puisque le lieu donne déjà la situation, l'état des rapports. Oui, mais prenons un exemple avec la France. On est à l'hôtel Moreau, on n'est pas à l'Élysée. On est à l'hôtel Moreau, on n'est pas à l'Élysée. Mais le président Macron est là. Oui, mais il est là, il sort de son palais. Est-ce qu'il cesse d'être président de la République? Il est président, chef de l'exécutif. Il ne cesse pas. Il est président de la République. Quand vous lisez l'article 10, vous voyez, l'article utilise quand même une expression qui peut être... On dit le président de la République garant de l'indépendance c'est lui. De la magistrature. Il est garant. Il est garant de l'autre pouvoir. Oui. De l'autre pouvoir. Voilà. Dans notre pouvoir, un contre-pouvoir. Et voyez-vous, il peut consulter, recueillir les avis. Oui. Mais la loi ne vous dit pas si l'avis est conforme ou si l'avis est obligatoire. Ça, c'est un autre débat. Puisque, si mes souvenirs sont bons, il y a des dispositions où on peut outrepasser. Ça veut dire on passe l'avis du conseil, on va directement, le ministre fait un rapport, lui seul, il renvoie au chef de l'État qui, j'allais dire, vider sa saisine, qui prend la décision. Vous voyez, on a des situations quand même un peu alambiquées. Et il y a un peu du flou. Donc, il faut rasséréner, il faut rétablir, il faut réorganiser ces dispositions, les repenser. Et je pense avec les magistrats. Vraiment avec les magistrats. Il ne faut pas qu'on nous prenne des technocrates, des politiques, des énarques qui vont venir. Oh, non, je pense avec les magistrats parce qu'ils sont mieux aguerris, ils sont mieux prédisposés pour résoudre leurs problèmes. On dit qu'il peut consulter le Conseil supérieur de la magistrature. On sait que, bon, il n'y a pas que les magistrats là-bas. Il y a les députés. On ne dit pas les civils. On ne dit pas il consulte. On dit il peut. Ouais. Donc, moi, les phrases ont un sens. Le mot a un sens. Donc, moi, quand on dit il peut, et quand vous parlez de consultation, c'est un avis. Ouais. Maintenant, consultatif, ça veut dire il écoute. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça doit être conforme? That's the question. Donc, il peut vous suivre et après prendre sa décision, ou peut-être avoir sa propre décision, et juste pour la forme, vous consulter. Donc, je pense qu'il est important que le Conseil supérieur de la magistrature s'affirme à travers des dispositions et des institutions ou même des réaménagements qui permettraient d'affirmer son indépendance. Et je pense bien évidemment au siège. Nous devons avoir un siège du Conseil de la magistrature où, si effectivement M. Minko, nommé le 15 juin, aurait pris service, aurait trouvé des collaborateurs, toute une équipe qui travaille, et lui aussi, s'il se lève le matin avec ses dossiers, il se retrouve au chef d'État, allez, on travaille. Est-ce que là, actuellement, puisqu'on dit 10 jours avant le conseil, vous irez au palais de Toudi? Voilà, ceux qui sont convoqués. Le confrère vient aujourd'hui vous dire que lui, au moins, il a le courage. Justement, vous avez été convoqué. 10 jours avant, vous êtes rendu où? Parce que l'article 30 dit que le magistrat poursuivi est convoqué à comparaître devant le Conseil supérieur de la magistrature 10 jours au moins avant sa réunion.
Vous vous êtes rendu au Palais de l'Unité? Non. Il y avait un rapporteur qui menait d'abord une enquête et ça s'est passé à la Cour suprême. Cour suprême. Ça s'est passé à la Cour suprême. Ok. Et je crois que, bon, je peux dire que les politiques ont une peur bleue des magistrats. Parce que j'ai vu un livre, le gouvernement des juges. Le gouvernement des juges. Le gouvernement des juges. C'est difficilement qu'ils pourraient laisser, n'est-ce pas, mais je crois que si on veut parler véritablement de l'indépendance de la magistrature, il faudrait que les magistrats, le pouvoir judiciaire s'affranchisse, n'est-ce pas, du pouvoir de l'exécutif. Okay. Je crois que ça va jouer sur, n'est-ce pas, la balance et sur la démocratie. Regardez ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Il y a tout un président, Bill Clinton, qui s'est présenté devant les juges. Il était obligé de fondre en excuses et tout. Vous voyez, c'est... Voilà. Bon. Or, je crois que là-bas également, lorsqu'on est nommé juge à la Cour suprême, celui qui vous nomme n'a plus d'autorité sur vous. Oui. Vous prenez des décisions indépendantes et qui impactent sur, n'est-ce pas, la marche de la République. Ok. Et c'est ça, effectivement, pour ajouter de l'eau à moulin de mon confrère. Les États-Unis, c'est la preuve d'un pouvoir judiciaire. Vous avez l'institution judiciaire là-bas est un pouvoir. Vous avez, je crois, il y a une juge là qui est... Mais quand elle prend souvent ses positions, quand elle fait des sorties par rapport au président, vous avez peur. Et il n'y a pas très longtemps, pendant la crise, nous sommes en plein dans la crise de Corona, il y a la procureure générale, je crois, de Chicago, qui a demandé au chef de l'État, Trump, qui arrivait, de porter son masque. Puisqu'il y avait une décision de l'État, il fallait l'appliquer. Et elle veille à l'exécution et à l'application des décisions. Donc, elle a demandé au chef d'État de porter son masque. S'il veut se balader en public ou à défaut, il va rester dans sa voiture. Donc, vous imaginez ça ici, ne faisons pas de commentaires. De toute façon, c'est ça le pouvoir judiciaire. Oui. Je crois qu'ailleurs, c'est l'autorité judiciaire. Je reste avec vous, Maître Chemou. Ce n'est pas la première fois qu'on a des années qui passent sans qu'il y ait Conseil supérieur de la magistrature. Avant 2017, celui d'avant, c'était en 2014. 2014. Donc c'est pas nouveau. Oh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Écoutez, c'est lui qui décide, c'est lui qui... c'est l'horloger, le grand horloger, c'est lui qui dit comment ça va se passer, quand et où, et comment, et même, je crois, du tempo. J'ai quelqu'un qui faisait une blague ce matin sur sa page Facebook, ne vous réjouissez pas vite, le 6 on peut renvoyer. Donc, on attend, et c'est la loi, c'est prévu dans la loi, donc tant que la loi n'est pas modifiée. Exprès le suspense, c'est vraiment... un pouvoir discrétionnaire. Parce que j'ai suivi ici sur votre plateau, le jour-là, il n'y avait que des avocats et des gens qui n'étaient pas... et qui disaient que on s'élève contre la manière de choisir les membres. Mais non, le président les choisit de manière discrétionnaire. Il n'est pas obligé de suivre tout ce qu'on raconte dans les textes. Non. Et c'est là... pour affirmer son pouvoir, il est obligé, n'est-ce pas, de tenir ces différents organes de l'État par une main de fer. Bon, voilà, on va prendre la direction. Ah, voilà, il est là, Dr Luisan Isomba. Dr Luisan Isomba, la rencontre, la réunion, elle va se tenir le 6 et vous avez suivi attentivement... Maître Bitton qui a eu la chance, on va le dire comme ça, comme lui-même il vous l'a dit, d'assister à cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Un moment pas évident pour le magistrat, se présenter devant le président de la République. Et Maître Chemou, il a dit que pour lui, ça pose un problème. Le chef de l'exécutif qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, et ça se passe, on va le dire comme ça, chez le président de la République. Oui, cela pose le problème du principe de la séparation des pouvoirs. Nous devons relever tout simplement que le principe de la séparation des pouvoirs sur le plan organique
est avéré. Mais sur le plan fonctionnel, prenez avec moi que cela ne l'est pas. Je vais vous prendre un exemple. Le président de la République nomme les magistrats et les révoque. Il veut dire de le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas véritablement une indépendance du pouvoir judiciaire. Vous savez également que le président de la République, comme l'a indiqué tout à l'heure, utilise son pouvoir discrétionnaire. Mais ce que je voudrais quand même relever en termes de relativité, c'est que la discrétion n'interdit pas le respect de la stricte légalité. Même si la discrétion présidentielle, cette discrétion ne peut pas aller à l'encontre justement de la loi qui existe, parce que la discrétion va aussi être conforme à la loi. Alors, nous avons constaté tout ce que le droit me dit de mettre que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas une juridiction, c'est-à-dire pour comparer le comportement et à l'issue de cela, il y a une décision qui est prise. Mais ce que nous pouvons lever, c'est quoi? C'est Voilà, docteur Luzon, il est parti. Hein. Vous êtes revenu sur ces débats parce que les conditions sont claires. Hein. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend 3 députés désignés par l'Assemblée nationale au scrutin secret et à la majorité des 2 tiers de ses membres la composant. C'était l'objet du débat. Oui. Donc, comme dit le docteur Luzon Isomba, le pouvoir discrétionnaire n'empêche pas, ne permet pas de faire certaines choses. Oui, c'est poser la question. Ces membres, ces députés qui sont aujourd'hui membres du Conseil supérieur, est-ce qu'il y a véritablement eu élection à l'Assemblée nationale? C'était la question ce jour. Justement, c'est ça le problème, c'est que il y a de très bonnes lois au Cameroun et en Afrique, hein, mais on ne les respecte pas toujours. Ça dépend de l'aura de celui qui est le patron de l'organe. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il s'impose. La preuve, c'est que vous avez vu le président de l'Assemblée est revenu d'Europe et il a bafoué toutes les règles de mesures barrières de coronavirus jusqu'à rentrer. Et c'est par la suite qu'on a parlé de confinement, mais il s'impose. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Quel est le rôle du magistrat alors? Le rôle du magistrat, il est dans un cadre. Moi, j'avais mon indépendance dès l'instant où je prenais ma toge et ma robe de magistrat. Et lorsque je suis à l'audience, là, vous ne pouvez pas me donner d'instructions. Surtout le magistrat du siège, il n'est tenu que par la loi et sa conscience. Bon, évidemment, d'autres sont perméables et ils savent ce qu'ils cherchent. Ok. Merci, Maître Chomou, d'être venu. Merci, Serge Alain Autou. Merci aux confrères, merci aux millions aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir et je répondrai quand je pourrai à votre invitation. Merci, Maître. Merci. Un mot à l'endroit de des magistrats qui seront au Palais de l'Unité le 6? Oui, bon, mais je crois que pour ceux qui sont convoqués là-bas... Ils n'oublient pas la Bible, quoi d'autre? Mais ils peuvent se rapprocher de moi, je vais leur dire ce qu'il faut faire. Mais il leur faut beaucoup de courage. La Bible, le Coran, qui n'oublient pas. Hein. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Pour l'équipe conduite par Séverin Tchouban, vous donne effectivement rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Moudaido, Ran Atanga.